Au moment où j'ai apposé ma signature, je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni peur, ni le vide que tout le monde s'attendait à voir sur mon visage. J'ai senti le stylo glisser sur le papier comme il avait glissé sur un millier de registres dans une autre vie, précis et imperturbable, tandis que mon mari était assis à 2 pieds de distance, essayant de ne pas sourire comme un homme qui venait de gagner une main de poker qu'il ne méritait pas. Il pensait m'avoir tout pris. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner quelque chose qu'il ne pourrait jamais reprendre. La salle d'audience sentait le vieux papier et le café bon marché, le genre d'odeur qui s'accroche à un bâtiment où les gens viennent pour mettre fin à des choses. J'étais assise à la longue table, vêtue d'un blazer marine que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche auxquels je ne suis jamais allé, les mains jointes sur mes genoux comme ma mère me l'avait appris. Et de l'autre côté de l'allée, Benjamin Foster était assis comme un homme qui célébrait déjà. Il avait mis son beau costume, le gris anthracite du tailleur de la 5e, et il jetait constamment un coup d'œil à son téléphone sous la table, envoyant probablement un texto à Diane, lui disant probablement que c'était presque fini. Il obtenait la maison. Celle avec le Porsche enveloppant pour laquelle j'avais choisi des nuanciers à une époque où choisir des nuanciers ressemblait à construire une vie plutôt qu'à décorer le trône de quelqu'un d'autre. Il obtenait l'entreprise, Foster Construction, l'affaire que j'avais maintenue à flot à travers 2 récessions avec des feuilles de calcul qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Il obtenait la maison du lac, le portefeuille d'investissement, les voitures, chaque compte portant nos noms cousus ensemble après 22 ans de mariage. J'obtenais les enfants, la garde exclusive d'Ethan et Emma, 17 ans, à 6 mois de partir pour l'université, à 6 mois de ne plus avoir besoin de la garde exclusive de quoi que ce soit. Mon avocate, Olivia Hart, s'est penchée vers moi une dernière fois avant que la juge nous rappelle à l'ordre. Elle se battait avec moi à ce sujet depuis 3 semaines, depuis que je lui avais exposé mon plan. Et je pouvais encore entendre l'incrédulité dans sa voix lors de cette première conversation. La façon dont une femme qui avait passé 40 ans à protéger les intérêts de ses clients ne pouvait pas comprendre pourquoi je démantelais si calmement les miens. Nathalie, murmura-t-elle maintenant, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes comme si elle pensait encore qu'il était temps d'arrêter cela. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je l'ai regardée et j'étais sincère quand j'ai dit, c'est exactement pourquoi je le fais. Elle ne comprenait pas. Pas encore. Personne dans cette salle ne comprenait, sauf peut-être l'homme qui avait rédigé un document 17 ans plus tôt et ne m'avait jamais dit que cela importerait autant. La juge Ramirez était une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture basse sur le nez et le ton plat et impassible de quelqu'un qui avait vu toutes les versions de cette pièce 1 millier de fois. Elle m'a regardé par-dessus le dossier, sans méchanceté, de la façon dont on regarde quelqu'un qui se tient trop près du bord. « Madame Foster, dit-elle, je dois confirmer que vous comprenez ce à quoi vous consentez. Vous renoncez à vos droits sur la quasi-totalité des biens matrimoniaux, y compris la résidence principale, l'entreprise et tous les comptes d'investissement. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Vous avez eu un conseil adéquat. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Je l'ai eu. Et ceci est conclu librement, sans coercition. Il l'est. Benjamin bougea sur son siège à côté de son avocat, et je l'ai vu alors, la chose que j'épiais depuis notre arrivée. Le coin de sa bouche s'est relevé. Juste légèrement, juste assez. Il pensait avoir gagné la guerre sans jamais avoir à la mener, que sa femme de 22 ans avait simplement perdu toute volonté, comme l'eau s'écoule d'un verre fissuré. Sa mère, Diane, était assise derrière lui dans la galerie, avec ses perles du dimanche. Et quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, elle m'a souri aussi. Le même sourire qu'elle avait arboré à chaque dîner de fête pendant 2 décennies. Celui qui disait qu'elle avait toujours su que je n'étais pas assez bien pour son fils. Benjamin a signé rapidement. Trop rapidement. De la manière dont les gens signent des choses qu'ils ont déjà dépensées dans leur tête. J'ai regardé son stylo bouger et j'ai pensé au premier appartement que nous avions partagé, 400 pieds carrés au-dessus d'une laverie automatique, et comment il s'endormait la tête sur mon ventre pendant que je faisais les comptes pour le vieux camion de son père à la lueur d'une lampe. J'ai pensé à la distance qu'une personne pouvait parcourir par rapport à ce qu'elle était autrefois et à la rareté avec laquelle elle remarquait cette distance jusqu'à ce que quelqu'un lui tende un miroir. La juge hocha la tête, satisfaite, et attrapa le dossier suivant dans la pile, un que je reconnus à son épaisseur, au poids du papier qui était dans la mallette d'Olivia depuis mardi. Elle l'ouvrit lentement, lut la première page, puis la relut. Benjamin ne remarqua rien au début. Il attrapait déjà son téléphone, déjà à moitié sorti de la pièce dans son esprit,
composant probablement le texto à sa petite amie pour les réservations du dîner. C'est Diane qui a remarqué le changement dans l'expression de la juge, le petit pli qui se formait entre ses sourcils, et j'ai vu le sourire de Diane vaciller pour la première fois en 17 ans. La juge leva les yeux. Pas sur moi, sur Benjamin. Monsieur Foster, dit-elle lentement, êtes-vous au courant d'un document déposé auprès de ce tribunal sous le nom de Whitfield Family Trust? Le sourire de Benjamin disparut comme une lumière qui s'éteint dans une maison vue de l'extérieur. Quoi, dit-il. Je suis resté très immobile. Mes mains étaient jointes et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas un triomphe, exactement. Quelque chose de plus silencieux que cela. Quelque chose de plus proche de la paix. Mais pour comprendre pourquoi j'ai tout abandonné ce que j'avais construit, pourquoi je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai laissé mon mari croire qu'il avait gagné, il faut remonter en arrière. Pas à ce matin, pas même à cette année, mais à près de 3 ans plus tôt, à une lettre d'une banque que je n'étais jamais censé voir, et à une promesse que mon grand-père m'avait faite bien avant que je comprenne ce qu'elle coûterait ou ce qu'elle sauverait. Les gens demandent toujours comment un mariage passe du début à la fin, comme s'il y avait un moment unique que l'on pourrait pointer, une porte qui a claqué. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un long couloir de petites portes qui se ferment les unes après les autres, si silencieusement que vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que vous vous retourniez et réalisiez que vous êtes dans le noir. J'ai rencontré Benjamin Foster quand j'avais 24 ans, fraîchement diplômé de ma certification de comptable public agréé, travaillant 60 heures par semaine dans un cabinet comptable de taille moyenne à Charlotte. Il avait 26 ans, conduisait une camionnette avec un pare-brise fissuré et une carte de visite qu'il avait imprimée lui-même dans une boutique de photocopie, Foster Construction. Travail fiable. Prix juste. Il avait 2 employés, tous 2 des cousins, et une bétonnière d'occasion qu'il payait encore. Il avait de la poussière sur ses bottes et une façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Et je suis tombée amoureuse de ce regard avant de tomber amoureuse de quoi que ce soit d'autre chez lui. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard dans le jardin de mes parents, avec des chaises pliantes et des guirlandes lumineuses. Et en un an, je faisais sa comptabilité à la table de la cuisine après la fin de ma propre journée de travail. J'ai mis en place son système de facturation. J'ai demandé le renouvellement de sa licence d'entrepreneur 3 années de suite parce qu'il manquait constamment la date limite. J'ai négocié avec sa première banque pour une ligne de crédit quand il n'avait pas les garanties pour se qualifier seul, entrant avec un classeur de projection que j'avais construit moi-même, portant mon seul bon blazer. Parlant chiffres à un agent de crédit qui regardait constamment par-dessus mon épaule vers Benjamin comme s'il s'attendait à ce que les vraies réponses viennent de lui. C'est moi qui comprenais les flux de trésorerie. Benjamin comprenait le béton, la charpente et comment lire une salle pleine de sous-traitants, ce qui était important, ce que je n'ai jamais nié être important. Mais une entreprise ne survit pas seulement avec la charpente. Elle survit grâce à la personne qui maintient les lumières allumées quand un client a 60 jours de retard pour payer une facture, la personne qui gère la paie pendant les mois d'hiver lents, la personne qui dit non au camion qu'il voulait acheter parce que les chiffres ne le justifiaient pas encore. Cette personne, c'était moi. Pendant près d'une décennie, non rémunéré, non répertorié, anonyme sur tout sauf les déclarations de revenus. Puis les jumeaux sont arrivés. Je me souviens de tenir Ethan dans un bras et Emma dans l'autre, à l'hôpital, épuisé d'une manière que je ne savais pas qu'un corps pouvait survivre, et Benjamin debout dans l'embrasure de la porte, au téléphone, parlant déjà à un fournisseur d'un calendrier de projet. Je ne lui en ai pas voulu à l'époque. Je me suis dit que c'était juste sa nature, un homme qui ne pouvait pas rester en place. Un homme dont l'esprit était toujours 3 pas en avant. Je suis rentré à la maison. J'ai allaité 2 bébés toute la nuit et lentement, sans jamais le décider, j'ai arrêté d'aller au bureau. L'entreprise a grandi sans que je touche directement au livre car, à ce moment-là, Benjamin avait engagé une vraie comptable, une femme nommée Karen, qui le qualifiait de visionnaire dans des courriels que je voyais parfois par-dessus son épaule. Il a commencé à faire l'objet d'articles dans le journal économique régional. Le fondateur de Foster Construction transforme une entreprise familiale en une puissance régionale. J'ai lu cet article debout au comptoir de la cuisine avec de la nourriture pour bébé sur ma manche et nulle part dans les 4 colonnes de l'imprimé mon nom n'était mentionné. Pas une seule fois, même pas en passant. La distance ne s'est pas installée d'un seul coup. Elle s'est installée par couches. Il a commencé à rentrer plus tard, toujours avec une raison, toujours avec un dîner de clients ou un problème de permis qui nécessitait son attention.
Il a commencé à prendre des décisions financières sans m'en parler d'abord. Des décisions que je ne découvrais que lorsque les relevés arrivaient par la poste. Il a ouvert des comptes dont je ne connaissais pas l'existence. Il a arrêté de me demander ce que je pensais. Diane n'a pas aidé. Elle venait pour les dîners du dimanche et parlait du succès de Benjamin comme s'il était né de ses deux propres mains, comme s'il avait construit un empire à partir de rien d'autre que du cran et d'un talent divin. Mon fils a construit tout cela lui-même, a-t-elle dit une fois, en faisant tourner le vin dans son verre, me jetant un regard comme si j'étais la domestique qui s'était approchée trop près de la belle porcelaine. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai jamais corrigé. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que la vérité n'avait pas besoin d'un public pour rester vraie. Je suis restée silencieuse pendant la majeure partie de tout cela. C'était ma nature, celle que j'avais toujours eue, une femme qui observait plus qu'elle ne parlait, qui croyait que la dignité signifiait ne pas faire de scène, même si la scène se construisait autour de moi, brique par brique. Je me suis dit que Benjamin était fatigué, que le succès l'avait simplement distrait, que l'homme qui s'endormait la tête sur mon ventre était toujours là quelque part, enterré sous les factures et l'ambition. Puis, un mardi après-midi au début de l'automne, il y a 3 ans, je triais le courrier sur l'îlot de la cuisine, principalement des factures et des circulaires scolaires, quand j'ai trouvé une enveloppe d'une banque que je ne reconnaissais pas, adressée à Benjamin. Marquée personnel et confidentiel à l'encre rouge. J'ai failli la mettre de côté. J'ai failli la laisser sur son bureau, non ouverte, comme une centaine d'autres enveloppes avant elle. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai ouverte à la place. Et ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'allait pas seulement changer ma vision de mon mariage. Cela allait changer tout ce que je pensais comprendre de la vie que j'avais passé 20 ans à construire tranquillement pour un homme qui ne se souvenait plus que je l'avais construite avec lui. La lettre à l'intérieur de cette enveloppe ne venait pas du tout d'une banque. C'était un avis de confirmation d'une société de gestion de patrimoine privé de Boston, adressé à Benjamin, faisant référence à une restructuration de compte qui avait déjà été effectuée. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots aient un sens, puis une 3e fois avant que la nausée ne s'installe complètement dans mon estomac. Benjamin avait déplacé de l'argent, une somme importante, dans une série d'entités de holding dont je n'avais jamais entendu parler, des sociétés à responsabilité limitée avec des noms comme Meridian Holdings et Ashford Capital Partners, des entités qui existaient. Pour autant que je puisse en juger, uniquement pour séparer les actifs du mariage sur le papier, bien avant qu'un divorce n'ait jamais été mentionné. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là. Je suis resté avec cette information, comme j'avais appris à le faire avec la plupart des choses, la retournant dans mon esprit pendant que je préparais le dîner, que j'aidais Emma avec un devoir de chimie et que j'écoutais Ethan se plaindre de son entraîneur. J'ai appelé une ancienne collègue de mes jours de comptabilité, une auditrice judiciaire nommée Priya, qui me devait une faveur depuis des années, et je lui ai demandé prudemment, hypothétiquement, ce que cela signifierait si un propriétaire d'entreprise commençait à restructurer ses actifs alors que sa femme n'en avait aucune idée. Cela signifie, a dit Priya, qu'il se protège soit d'un procès, soit de vous. Je savais déjà de laquelle il s'agissait. Au cours des semaines suivantes, j'ai tiré les ficelles discrètement, de la même manière que je traquais les anomalies dans un registre, sans jamais annoncer ce que je cherchais, suivant simplement les chiffres jusqu'à ce qu'ils me disent la vérité. Benjamin avait commencé le processus 18 mois plus tôt, peu de temps après que Diane ait commencé à le présenter lors de fêtes comme un homme pratiquement libre, maintenant que les enfants sont presque grands. Il avait une liaison depuis près d'1 an avec une femme nommée Kristen, de l'équipe de vente de son fournisseur. Bien que je n'en ai pas encore la preuve, seulement un sentiment que j'avalais depuis des mois. Le genre de sentiment qu'une femme développe quand on arrête de lui demander où elle veut aller dîner. Je suis resté avec la trahison plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré dans la salle de bain avec le ventilateur en marche pour que les enfants n'entendent pas, et des nuits où je n'ai pas pleuré du tout, restant simplement éveillé à calculer, la comptable en moi refusant de laisser la femme en moi s'effondrer complètement. Je n'arrêtais pas de penser aux années que j'avais passées à construire son entreprise, d'un camion et d'un rêve à quelque chose dont on parlait dans les journaux d'affaires, des années dont il s'assurait maintenant tranquillement que je n'aurais aucun droit légal. C'est au cours d'une de ces nuits blanches que je me suis souvenu de mon grand-père. Walter Whitfield avait été un homme tranquille, un avocat à la retraite qui avait passé ses 15 dernières années à pêcher sur un lac dans le Michigan et à lire des westerns de poche sur son Porsche. Quand il est mort, j'avais 28 ans, fraîchement marié, croyant encore de tout cœur à la vie que je construisais. Il m'avait laissé quelque chose dans son testament, une fiducie modestement financée à l'époque, avec quelques actions et une petite parcelle de terre,
structuré comme ce que son propre avocat avait appelé une fiducie irrévocable. Je me souviens avoir signé des papiers au bureau de son avocat, écoutant à moitié, distraite par un appel téléphonique de Benjamin concernant un problème de fournisseur. Je me souviens que mon grand-père m'a serré la main après et a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années, ce n'est pas pour les bonnes années, Nathalie. C'est pour si les mauvaises arrivent. Je n'avais pas regardé ces documents de fiducie depuis plus d'une décennie. Je n'étais même pas certaine de les avoir encore. Mais quelque chose au fond de mon esprit, une architecture silencieuse que mon grand-père avait construite pour moi bien avant que je comprenne que j'en aurais besoin, me disait que cela importait maintenant plus que jamais. J'ai trouvé les documents dans une boîte ignifugée dans le grenier, sous de vieilles déclarations de revenus et les livres de bébé d'Ethan et Emma. 41 pages denses avec un langage que je n'avais pas lu depuis que j'étais une jeune comptable publique agréée mémorisant le droit des successions pour un examen. J'ai rappelé Priya, puis sur sa recommandation, une avocate spécialisée en droit des successions nommée Olivia Hart, une femme aux cheveux d'argent et à la réputation d'être inébranlable dans une salle d'audience. Olivia a lu la fiducie pendant près de 2 heures dans son bureau pendant que j'étais assise en face d'elle, observant son expression passer de la neutralité professionnelle à quelque chose de plus vif. « Comprenez-vous ce que votre grand-père a construit pour vous ?» a-t-elle finalement demandé. Je lui ai dit que je comprenais les bases, des actions, un peu de terrain, un héritage modeste. « Il a grandi ?» a-t-elle dit, substantiellement. Et plus important encore, il est structuré de manière à s'activer, distribuant la totalité de ses avoirs à vous si vous cessez de détenir une participation majoritaire dans les biens matrimoniaux. Votre grand-père a construit une clause de contingence, Nathalie. Il l'a construite en supposant qu'un jour pourrait venir où vous n'auriez plus rien à votre nom. Je suis resté très immobile, de la manière dont j'avais appris à rester immobile pendant une grande partie de mon mariage. Sauf que cette fois, ce n'était pas le chagrin qui me gardait silencieuse. C'était la forme lente et naissante de quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui ressemblait moins à de la peur et plus, pour la première fois depuis des années, au sol qui se raffermissait sous mes pieds. Benjamin avait passé 18 mois à s'assurer que je quitterais notre mariage sans rien. Il n'avait aucune idée que partir sans rien était sur le point de me rendre plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Olivia Hart n'aimait pas mon plan. Elle me l'a dit clairement, assise en face de moi dans son bureau, les documents de la fiducie étalés entre nous comme une main de cartes dont seul moi savais jouer. Vous pourriez vous battre pour la moitié de tout, a-t-elle dit. Je comprenais sa confusion. Sur le papier, cela n'avait aucun sens. J'aurais pu engager un auditeur judiciaire pour tracer chaque dollar que Benjamin avait déplacé, traîner l'affaire avec Kristen dans la procédure de communication des preuves, passer 2 ans en litige, le saignant financièrement et émotionnellement. De la même manière qu'il s'était apparemment préparé à me saigner. Olivia avait bâti toute sa carrière sur ce genre de combat, et elle était douée pour ça. Plus que douée. Mais je ne voulais pas de son argent. Je voulais quelque chose qu'il ne pouvait pas calculer, qu'il ne pouvait pas voir venir, contre quoi il ne pouvait pas préparer de défense parce qu'il ne saurait même pas que ça existait jusqu'à ce que ce soit déjà sa perte. Si je me battais pour la moitié du patrimoine matrimonial, je passerais des années liées à lui par des avocats, des expertises et des dates d'audience. Et même alors, je ne serais jamais aussi riche que ce qu'il avait construit. Si je partais et laissais la fiducie faire ce pourquoi mon grand-père l'avait conçu, je serais entièrement libre de lui et plus riche que l'entreprise dont il était si fier ne l'avait jamais rendu. Je sais que cela donne l'impression que je perds la tête, ai-je dit à Olivia, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance comme je fais confiance à ce que mon grand-père a construit. Il lui a fallu 3 réunions pour se ranger à mon avis, et même alors, je ne pense pas qu'elle croyait pleinement que je ne changerais pas d'avis le matin de l'audience. Elle a déposé les documents à ma façon. Elle a gardé l'avis de fiducie scellé et séparé du dossier de divorce général, exactement comme la loi le permettait, prêt à être présenté seulement une fois le règlement finalisé au tribunal. Une fois que la signature de Benjamin serait déjà sèche sur un papier qu'il ne pourrait pas reprendre. À la maison, je n'ai rien dit à personne. Ni à ma sœur, ni à mon amie la plus proche de l'église. Pas même à Ethan et Emma, bien qu'ils aient été assez grands pour sentir que quelque chose n'allait pas bien avant que j'explique quoi que ce soit. Benjamin, pendant ce temps, n'avait jamais été aussi heureux. Il a quitté la maison en novembre pour s'installer dans une location en centre-ville qu'il a décrite à Diane comme temporaire, bien que j'ai remarqué que l'appartement temporaire avait des œuvres d'art sur les murs en 2 semaines. Il a commencé à apparaître au match de basket des jumeaux avec Kristen quelques pas derrière lui, sa main passée dans son bras comme si elle avait déjà mesuré les rideaux de notre ancien salon.
Il a acheté un nouveau camion, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il le pouvait. Parce que pour la première fois en 20 ans, il ne me soumettait pas les chiffres d'abord. Diane m'a emmené déjeuner une fois pendant cette période, soi-disant pour discuter des plans d'université des enfants, bien que j'ai compris dans les 10 premières minutes que c'était en réalité une audition pour son rôle de belle-mère raisonnable, aidant à aplanir les choses. Benjamin a bâti cette entreprise à partir de rien, m'a-t-elle rappelé, en remuant de l'édulcorant dans son thé glacé. Ce ne serait pas juste de la démolir au tribunal. Je suis sûr que vous comprenez. Je lui ai dit que je comprenais, plus qu'elle ne le savait, et je l'ai laissé interpréter cela comme elle le voulait. La partie la plus difficile n'était pas Benjamin. Ce n'était même pas Diane. C'était Ethan et Emma, regardant leur mère accepter de quitter la seule maison qu'ils aient jamais connue sans se battre. Regardant les papiers du divorce se signer pièce par pièce pendant que leur père célébrait comme un homme qui a évité une balle. Emma m'a trouvé dans la cuisine un soir. Les documents de location de notre futur appartement étaient étalés sur le comptoir, et elle a posé la question que je voyais qu'elle retenait depuis des semaines. « Maman, pourquoi ne te bats-tu pas ? Tout le monde sait ce qu'il a fait. Tout le monde est au courant pour elle. » J'ai posé mon stylo et j'ai regardé ma fille, 17 ans, déjà tellement plus perspicace que je ne l'étais à cet âge. Et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais offrir sans révéler tout le plan. Parfois, gagner ne ressemble pas à se battre, Emma. Parfois, cela ressemble à laisser quelqu'un croire qu'il a déjà gagné. Elle n'a pas compris. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Pas encore. Ethan était plus silencieux à ce sujet, mais je le surprenais à me regarder certains soirs avec une sorte d'inquiétude habituellement réservée aux parents qui regardent leurs enfants, et non l'inverse, et cela brisait quelque chose de petit en moi à chaque fois. Au moment où la date du tribunal est arrivée au début du printemps, Benjamin avait déjà choisi une bague pour Kristen, selon un cousin qui me parlait encore par vieille loyauté. Il avait déjà commencé à concevoir une extension pour la maison du lac qu'il était sur le point de posséder en pleine propriété. Il est entré dans cette salle d'audience comme un homme entre dans une fête qu'il est certain d'être organisée en son honneur, ajustant sa cravate, me jetant à peine un regard, déjà à mi-chemin dans le reste de sa vie. Il n'avait aucune idée que le reste de sa vie était sur le point de ne ressembler en rien à ce qu'il avait prévu. Nous revoilà là où cette histoire a commencé. La salle d'audience sentant le vieux papier et le café bon marché. La juge Ramirez tenant un dossier qu'elle ne s'attendait pas à ouvrir. Laissez-moi vous ramener à ce moment, car tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en moins de 4 minutes. Bien que cela ait semblé comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti, un étage à la fois. Benjamin avait déjà tout signé. La maison, l'entreprise, les comptes d'investissement, tout cela notarié et paraphé avec la confiance facile d'un homme concluant un marché qu'il avait déjà dépensé dans son imagination une douzaine de fois. Son avocat, un jeune homme vif nommé Cole Bennett, qui facturait à l'heure et à qui on avait clairement dit que ce serait une audience rapide et non contestée, était assis à côté de lui, l'air tout aussi détendu, jetant déjà un coup d'œil à sa montre. La juge Ramirez avait parcouru le règlement avec l'efficacité énergique de quelqu'un qui traitait une douzaine de divorces par semaine, jusqu'à ce qu'elle atteigne le dossier qu'Olivia avait déposé séparément des principaux documents de règlement. J'ai regardé sa posture changer pendant qu'elle lisait, de la même manière que les épaules d'une personne se redressent lorsqu'elle réalise qu'une tâche de routine vient de devenir tout autre chose. « Monsieur Foster, dit-elle en posant le dossier, êtes-vous au courant d'un document déposé auprès de ce tribunal sous le nom de Whitfield Family Trust ?» Le visage de Benjamin fit quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire en 22 ans de mariage. Il est devenu vide, puis confus, puis, alors que les secondes s'étiraient, quelque chose de proche de la peur. « Quoi ?» a-t-il répété, en regardant son avocat, qui parcourait déjà sa propre copie des documents avec une alarme visiblement croissante. Olivia se leva, calme comme une eau dormante, et s'adressa à la cour. « Votre honneur, cette fiducie a été établie par le défunt grand-père de Madame Foster il y a plus de 17 ans. C'est une fiducie irrévocable, entièrement documentée, totalement distincte de toute propriété matrimoniale. En vertu des lois fédérales et étatiques, ces actifs sont exclus du patrimoine matrimonial. Nous avons déposé un avis formel de l'existence de la fiducie auprès de ce tribunal, mais pas auprès de la partie adverse, car cela n'était pas requis pour le règlement conclu aujourd'hui. Puisque Madame Foster ne réclamait aucun droit sur celle-ci. Cole Bennett lisait maintenant plus vite, son sang-froid s'effritant sur les bords. Votre honneur, si cette fiducie est activée par les termes du règlement de divorce, nous aurions besoin de temps pour l'examiner.
La clause d'activation de la fiducie, poursuivit Olivia, imperturbable, a été déclenchée au moment où Madame Foster a renoncé à ses droits sur les biens matrimoniaux aujourd'hui, précisément comme elle l'a fait de sa propre volonté, comme ce tribunal l'a confirmé il y a quelques minutes à peine. Il n'y a rien à examiner, chers confrères. C'est un instrument privé exécuté indépendamment de ces procédures, et il ne requiert pas l'intervention de ce tribunal pour prendre effet. Je suis resté parfaitement immobile pendant tout ce temps. Mes mains étaient jointes de la même manière qu'une heure plus tôt, bien que quelque chose dans ma poitrine se soit détendu comme une respiration retenue enfin relâchée. Je n'ai pas regardé Benjamin. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais le sentir me fixer de l'autre côté de l'allée. Et dans ce regard, je pouvais entendre toutes les questions qu'il ne savait pas encore comment poser. La juge se tourna de nouveau vers lui. « Monsieur Foster, je vais vous le demander directement. Étiez-vous au courant, avant de signer le règlement d'aujourd'hui, de l'existence ou des termes de cette fiducie ?» La bouche de Benjamin s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. « Non, dit-il finalement, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Quelqu'un vous a-t-il dissimulé cette information ? A-t-elle été retenue lors de la communication des preuves ? Olivia répondit avant qu'il ne le puisse. Non, votre honneur. Cette fiducie n'a jamais fait partie des biens matrimoniaux déclarés de Madame Foster car elle n'est pas et n'a jamais été un bien matrimonial. Monsieur Foster n'était pas tenu de s'enquérir des biens appartenant séparément à sa femme, et Madame Foster n'était pas tenue de divulguer des informations sur des actifs hors du champ de ses procédures. La juge nous regarda l'un et l'autre pendant un long moment, puis baissa les yeux sur les documents. Ce règlement a été conclu librement par les deux parties avec un conseil juridique complet, et je ne vois aucune preuve de fraude ou de fausse déclaration concernant le patrimoine matrimonial lui-même. La fiducie Whitfield est une affaire juridique distincte et ne relève pas de ma juridiction dans cette procédure. Elle regarda Benjamin, sans méchanceté, mais avec la clarté plate de quelqu'un qui énonce un fait. Monsieur Foster, je comprends que ce soit une surprise pour vous, mais la surprise n'est pas la même chose que la tromperie. Vous avez signé cet accord en pleine connaissance de ce que vous receviez. Madame Foster n'est pas tenue d'expliquer ce qu'elle possédait déjà. J'ai vu quelque chose s'effondrer derrière les yeux de Benjamin. L'effondrement particulier d'un homme réalisant en temps réel que l'histoire qu'il se racontait depuis des mois n'était pas l'histoire qui s'était réellement déroulée. Il était entré dans cette salle d'audience certain d'être celui qui prenait tout. Il ne comprenait que maintenant que cette certitude l'avait rendu négligent, et la négligence, en fin de compte, est son propre verdict. Il se leva si vite que sa chaise racla bruyamment le sol. La voix de Benjamin craqua à travers la salle d'audience avant même que la juge ne puisse appeler à l'ordre. « Ce n'est pas juste, dit-il, les mains appuyées sur la table comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour le maintenir debout. Elle m'a caché ça. Elle m'a laissé signer sans me dire ce qu'elle avait. » La juge Ramirez n'a pas élevé la voix, mais la pièce est devenue silencieuse comme le font les pièces quand quelqu'un en autorité refuse simplement de répondre à une température montante avec la sienne. « Monsieur Foster, je vous conseille de vous asseoir et de consulter votre avocat avant de dire quoi que ce soit de plus. » Cole Bennett lui tirait déjà la manche, lui chuchotant quelque chose d'urgent, mais Benjamin ne s'assit pas. Il se tourna directement vers moi, ce à quoi je ne m'attendais pas. Son sang-froid complètement disparu, maintenant remplacé par l'incrédulité brute d'un homme regardant le sol disparaître sous lui en temps réel. « Tu savais, dit-il. Pendant tout ce temps, tu savais, et tu m'as laissé croire que je gagnais. » Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais passé 22 ans à construire une vie, le garçon aux bottes poussiéreuses et aux pare-brise fissurés qui s'endormait la tête sur mon ventre, maintenant debout dans un costume à $800, m'accusant d'un crime que je n'avais pas commis. « Je ne t'ai jamais menti, Benjamin, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais. Tu as tout demandé. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé. » Il a engagé un nouvel avocat dans la semaine, quelqu'un ayant la réputation de faire des appels agressifs, déterminé à faire annuler entièrement le règlement. Mais Olivia avait construit l'accord avec trop de soin pour que cette porte s'ouvre. Chaque signature avait été attestée, chaque divulgation était légalement saine, chaque actif que Benjamin a reçu était exactement ce qu'il avait exigé et pour lequel il s'était battu en médiation. La fiducie n'avait pas été cachée par tromperie. Il n'avait tout simplement jamais eu à s'en enquérir, et l'ignorance, aussi amère soit-elle, n'allait jamais être un motif pour annuler un règlement juridique qu'il avait conclu, les yeux grands ouverts et l'ego encore plus grand. La décision finale est tombée 6 semaines plus tard.
la juge a rejeté sa motion dans un avis écrit qu'Olivia m'a lu au téléphone, sa voix portant la satisfaction tranquille d'une avocate regardant un plan dont elle avait douté se révéler solide. Benjamin Foster n'a pas été fraudé. Benjamin Foster n'a simplement jamais posé les bonnes questions à une femme qu'il avait cessé de voir comme autre chose qu'une femme qui tenait ses comptes et élevait ses enfants. Diane est venue me voir une fois vers la fin de tout cela, debout sur mon nouveau Porsche avec ses perles du dimanche, bien que son sang-froid se soit considérablement amenuisé depuis la dernière fois que je l'avais vu. « Vous auriez pu le prévenir » a-t-elle dit. Pas tout à fait une accusation, pas tout à fait autre chose non plus. 20 ans, Nathalie, vous auriez pu dire quelque chose avant qu'il ne se ridiculise à ce point. Il s'est ridiculisé le jour où il a arrêté de demander ce que je savais, lui ai-je répondu, et pour la première fois en 17 ans, Diane Foster n'avait rien à me dire du tout. La vérité, que je n'ai pleinement comprise que dans les semaines qui ont suivi, était que Benjamin n'avait jamais réellement construit un empire seul. Il avait bâti une entreprise, une bonne entreprise, rentable et respectée. Mais une entreprise n'est pas une fortune. Pas de la manière qui compte. Une fortune est ce qui vous survit, ce qui s'accumule tranquillement en arrière-plan pendant que vous êtes occupé à vous convaincre, vous et tout le monde, que vous avez tout fait de vos deux propres mains. Mon grand-père avait compris cela des décennies avant moi. Assis sur son Porsche dans le Michigan avec sa canne à pêche et ses westerns de poche, construisant quelque chose de patient et de protégé pour une petite fille qu'il soupçonnait de pouvoir un jour avoir besoin de protection contre un amour qui paraissait plus stable qu'il ne l'était. Benjamin a gardé l'entreprise. Il a gardé la maison, la propriété au bord du lac, les comptes d'investissement, chaque actif qu'il s'était si durement battu pour réclamer dans cette salle d'audience. Sur le papier, il avait gagné tout ce qu'il avait demandé. Mais j'ai observé dans les mois qui ont suivi le coup de cette victoire se révéler lentement, comme le font souvent les coups. Kristen n'est pas restée une fois qu'elle a compris qu'il n'y aurait pas de manne financière. Une fois qu'elle a réalisé que l'homme auquel elle s'était attachée avait une hypothèque sur la maison du lac dont il s'était vanté, et une entreprise qui, sans ma gestion discrète en coulisses pendant 2 décennies, montrait déjà des fissures dans ses flux de trésorerie qu'une comptable salariée n'avait pas repérées à temps. Benjamin avait bâti son identité sur le fait d'être un homme qui n'avait besoin de rien ni de personne. Et maintenant, pour la première fois de sa vie d'adulte, il allait découvrir exactement à quel point cette identité était vraie, et à quel point elle avait simplement été moi, me tenant tranquillement derrière lui, m'assurant qu'il n'en aurait jamais besoin. J'ai quitté le palais de justice cet après-midi-là sans regarder en arrière le bâtiment où l'homme qui se disputait encore avec son avocat dans le couloir. Ethan et Emma m'attendaient dans la voiture. Et quand je suis monté, Emma a tendu la main et a serré la mienne sans rien dire du tout, comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait pas compris quelques semaines plus tôt. Je nous ai ramenés à la maison, la lumière de fin d'après-midi comme de l'or sur le pare-brise. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, la route devant moi ne semblait pas être quelque chose que je subissais. C'était quelque chose qui, enfin, tranquillement, m'appartenait. 8 mois se sont écoulés depuis cet après-midi au tribunal, et Benjamin a toujours tout ce pourquoi il s'est si durement battu. La maison avec le Porsche enveloppant, l'entreprise avec son nom peint sur chaque camion, la propriété au bord du lac, les voitures, les comptes d'investissement qu'il a gardés si précieusement pendant notre divorce, certain que s'y accrocher signifiait qu'il avait gagné. Je ne suis jamais revenu pour rien de tout cela. Je ne l'ai jamais voulu. Il y a une sorte de liberté particulière à quitter une vie que vous avez construite de vos mains et à laisser quelqu'un d'autre garder les murs, parce que les murs n'ont jamais été ce pourquoi je me battais. La fiducie a commencé à distribuer des actifs presque immédiatement après la finalisation du règlement, exactement comme mon grand-père l'avait conçu près de 2 décennies plus tôt. Je n'ai rien acheté d'extravagant. J'ai trouvé une petite maison à 2 rues de la plage dans une ville à 1 heure de l'endroit où Ethan et Emma ont grandi, assez proche pour qu'ils puissent encore rentrer à la maison le week-end. Assez loin pour que cela ressemble à un nouveau départ plutôt qu'à un simple déménagement au bout de la rue de mon ancienne vie. Elle a une fenêtre de cuisine qui donne sur un jardin que j'apprends lentement à maintenir en vie. Et certains matins, je me tiens là avec mon café et je réalise que je n'ai pas du tout pensé à Benjamin. Non pas par amertume qui s'estompe, mais par une vie qui se remplit tranquillement autour de moi à la place. Ethan et Emma ont tous 2 été admis dans de bonnes universités ce printemps. Emma veut étudier la finance, ce qui m'a fait rire la première fois qu'elle me l'a dit, debout dans ma nouvelle cuisine avec sa lettre d'acceptation à la main, bien que je ne pense pas qu'elle ait pleinement compris pourquoi jusqu'à ce que je lui explique un peu plus sur son arrière-grand-père. Et la fiducie qu'il avait construite pour une petite fille qu'il n'a jamais vue en avoir besoin.
Ethan est plus discret sur ses plans, comme il l'a toujours été, mais il m'appelle la plupart des dimanches maintenant, des conversations plus longues que nous n'en avons jamais eues quand il vivait sous le toit de Benjamin et mesurait ses mots avec soin en fonction des humeurs de son père. Benjamin a pris contact quelques fois pendant l'été. Rien de dramatique, principalement de la logistique, concernant les dates d'emménagement des enfants. Mais un soir de juillet, il a appelé pour toute autre chose. Je pouvais l'entendre dans sa voix avant même qu'il ne le dise, cette instabilité particulière d'un homme qui avait passé des mois à retourner quelque chose dans son esprit et avait finalement décidé de le dire à voix haute. Tu aurais pu me le dire, a-t-il dit, à propos de la fiducie. Avant que tout cela n'arrive. Je me tenais sur mon porche, regardant la dernière lumière s'estomper sur l'eau à 2 rues de là. Et j'ai pensé à combien d'années j'avais passé à attendre qu'il me pose une vraie question, n'importe quelle vraie question sur qui j'étais, ce que je portais ou ce que j'avais construit tranquillement à ses côtés pendant qu'il en récoltait le crédit. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Il y a eu une longue pause sur la ligne, le genre qui me rendait anxieuse à l'époque où j'avais encore besoin que ces silences signifient quelque chose de rassurant. Ce n'était plus le cas. Alors, c'était une vengeance, a-t-il dit finalement. Pas tout à fait une question. Non, lui ai-je dit, et je le pensais plus pleinement que je ne pense qu'il le comprendra jamais. Je n'ai rien fait de tout cela pour te faire du mal, Benjamin. J'ai simplement arrêté de te protéger de ta propre cupidité. Ce qui s'est passé ensuite n'a jamais été sous mon contrôle. Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard, polis de la manière dont 2 personnes peuvent être polies une fois que le combat est finalement sorti d'elles. Et je suis resté sur mon porche un peu plus longtemps, écoutant le bruit de l'eau. Je ne pouvais pas tout à fait la voir de là, mais je pouvais toujours l'entendre. Je pense à Diane parfois aussi, bien que moins que je ne m'y attendais. J'ai appris par les enfants qu'elle a arrêté de présenter le succès de Benjamin comme quelque chose qu'il a construit entièrement seul. Que ce soit de l'humilité ou simplement de l'épuisement, je ne saurais le dire. Et j'ai découvert que je n'ai plus besoin de le savoir. Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas m'être battu plus durement dans cette salle d'audience, de ne pas avoir pris la moitié de tout ce que j'ai aidé à construire pendant 22 ans. Je leur dis la vérité. Je n'ai pas perdu ce combat. J'en ai simplement choisi un autre. Il y a une version de la force qui ressemble à des poings serrés et à des batailles judiciaires. Et il y a une autre version qui ressemble à signer tranquillement son nom, à sortir par la porte et à faire confiance au fait que les choses qui valent la peine d'être possédées n'ont jamais été celles que quelqu'un pourrait vous enlever. Mon grand-père a compris cela. Il m'a fallu la majeure partie de ma vie d'adulte pour le comprendre aussi. Si vous êtes assis quelque part en ce moment, avec le sentiment d'avoir tout perdu au profit de quelqu'un qui n'a jamais vraiment vu votre valeur, je veux que vous entendiez ceci. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de vous battre pour ce qui vous appartient. C'est de croire que ce qui vous appartient vraiment n'a jamais été quelque chose qu'il pouvait prendre. J'adorerais savoir où cette histoire vous trouve ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Je lis chacun d'entre eux. Nous avons tellement plus d'histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Continuons à parcourir ce chemin ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.